pour commencer, j'ai à côté de moi les deux auteurs de notre méthode FEC, donc français en contexte tourisme. Juste à mes côtés, Andreu Coll. Bonjour. Voilà, bonjour Andreu. Et Arnaud Legge. Bonjour à tous. Bonjour Arnaud. Donc Andreu Coll et Arnaud Legge, qui sont tous les deux enseignants de français langue étrangère et français sur objectifs spécifiques, et tous deux notamment spécialistes du monde du tourisme. Et c'est pour cela, donc, c'est vraiment un plaisir de les accueillir pour qu'ils nous racontent un petit peu ce qu'est ce français du tourisme qu'ils ont écrit pour les éditions Maison des Langues. Alors, bonjour tout le monde. C'est un plaisir de participer à cette première rencontre virtuelle, qui est aussi une première pour moi. Donc, on va vous faire une présentation pour expliquer un peu comment on a fait et comment utiliser FEC. Et je pense qu'on va ouvrir de suite le PowerPoint pour que vous voyez un peu plus à quoi ça ressemble. Bien, alors pour ça, on va faire un partage d'écran et des petites notions techniques. Donc, voici, ça c'était la présentation de notre rencontre. Merci. Et voici la couverture de l'ouvrage qu'on va présenter. Il fait partie de la collection Français en contexte, avec le sous-titre Méthode de français professionnel. On va revenir un peu sur cette terminologie, Français en contexte, français professionnel, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés et c'est un jargon qui évolue constamment. Après. Alors, nous voici, c'est Arnaud Legge et Andreu Coll. Comme vous voyez, nous sommes professeurs dans des écoles de tourisme, enseignants FLEUV-FOSS, français sur objectifs spécifiques. On n'a pas toujours, c'est un peu par hasard qu'on a fini dans ces deux universités. En fait, on vient d'horizons très différents. Arnaud, il était professeur en Finlande de traductologie, et moi j'étais professeur de littérature à l'université de Toulouse. Et on est arrivé il y a 5 ans à Barcelone, et les deux, on a fini par travailler dans 2 écoles de tourisme. Donc, au bout de 5 ans, on commence à voir un peu quels sont les besoins de nos étudiants. Et donc, pourquoi on dit français sur objectif spécifique? À la base, avant, dans le monde du tourisme, la plupart des manuels étaient sous-titré comme français de spécialité. Français de spécialité tourisme, français de spécialité médicale, français de spécialité juridique. Et c'était des manuels axés le plus souvent sur le lexique, avec le lexique spécifique de chaque spécialité. Donc on apprenait des listes de mots liés à la profession. Évidemment, les manuels ont beaucoup évolué depuis, mais malgré tout, quand on est arrivé et quand on a commencé à travailler dans ces écoles de tourisme, évidemment, la première chose qu'on fait, c'est prendre les manuels qui existent dans le marché. Et on a perçu, Arnaud et moi, les deux, un décalage qui existait entre les cours qu'on faisait, en s'appuyant sur ces manuels, et les besoins, ce que nous disaient nos étudiants, ce dont ils avaient besoin dans leur monde professionnel. Donc, on a essayé d'adapter nos cours le plus possible à leur demande. Et pour ça, on s'est inspiré de la démarche FOSS. Donc, on va expliquer un peu qu'est-ce que c'est. La démarche FOSS, comme vous voyez, elle a consisté, ce qu'on a essayé de faire vraiment, c'était d'aller sur le terrain pour pouvoir rencontrer les professionnels. Donc, on s'est déplacé, on a été voir des organisateurs d'événements, on a été voir des agents de voyage, on a été voir des hôtesses de l'air, des hôtesses des agents d'escale. On commence par un module plus général. Ça se passe dans un salon du tourisme. Ça nous permet de parler de la plupart des métiers. Une autre chose, c'est que les modules peuvent être utilisés individuellement. Donc,
chaque module a une cohérence interne assez forte, mais évidemment, il y a une progression dans l'ensemble de l'ouvrage. C'est une progression grammaticale. Le premier module commence dans un niveau A1+. On récapitule un peu les compétences du A1. Et on évolue vers du A2 au module 6. Et c'est aussi une compétence thématique, puisqu'on commence par balayer l'ensemble et par balayer l'ensemble aussi dans le dernier module. Est-ce qu'il y a des questions sur la structure du module? Sur la structure de l'ouvrage? Donc voici, vous avez devant vous la page de présentation de chaque module. Concrètement, ici, c'est la page de présentation du module 3 qui est disponible en ligne. Il y a une photo d'une agence de voyage, puisque le module 3 est consacré à l'agence de voyage. Et vous avez un petit résumé de ce qui va rentrer, de ce que vous trouverez à l'intérieur du module. C'est 4 contextes. Les contextes sont surtout consacrés à des activités où les étudiants pourront apprendre la pratique en français de leur métier, puis des exercices de systématisation dans les escales de grammaire et dans des escales lexiques. Et puis, ils sont enrichis de petits encadrés sur les côtés qui permettent de contextualiser leur pratique, comme le point histoire. Ici, c'est Thomas Cook, l'invention du voyage organisé. C'est pour qu'ils apprennent l'histoire de leur métier. Et à la rencontre professionnelle, qui sont le résultat des entretiens qu'on a fait avec les professionnels du tourisme. Ici, c'était 2 agents de voyage à Aurillac, qui est la ville de naissance d'Arnaud et dont il vous parlera plus tard. Ici, vous avez la première page d'un contexte. Concrètement, comment fonctionnent les contextes? Donc, dans la première page, il y a toujours une formatrice qui fait un chat avec un professionnel. Ça permet de personnaliser un peu le secteur sur lequel on va travailler. Ici, vous avez Anna qui est, je vois pas, hôtesse d'accueil, puisque c'est le premier contexte au salon du tourisme. Et c'est la première personne qu'ils vont retrouver. Puis ensuite, vous avez des activités, comme des activités que les étudiants vont être menés à faire dans leur travail. Ici, comme c'est la première page, elles ne sont pas très compliquées. Il s'agit de remplir des cartons d'invitation, de remplir des invitations à l'événement et des fiches d'inscription. Et là, par contre, c'est une activité dans le dernier module. On a essayé de trouver des activités qui soient un peu ludiques, un peu modernes. Donc, on s'est dit, pourquoi pas Twitter, les réseaux sociaux. On voulait faire travailler les étudiants sur la promotion. Et donc, ça commence par quelque chose de beaucoup plus classique, la lettre de promotion pour qu'ils pratiquent les adjectifs valorisants, l'argumentation, les superlatifs. Et puis on s'est dit, pourquoi ne pas faire un français un peu plus actuel? Et on s'est lancé sur l'écriture de tweets. Donc, vous avez ici 4 tweets que les étudiants doivent associer à la personne qui les a écrits. Et puis c'est à leur tour d'en rédiger pour d'autres types de Twitter, comme des visitants, des journalistes, des exposants. Et ces activités, à travers de ces activités, on essaye de mobiliser des compétences grammaticales. Et c'est Arnaud qui va vous en parler, comment on a décidé de travailler la grammaire dans chaque contexte. Bonjour, rebonjour. Voilà. Donc Arnaud, je laisse la parole à Arnaud à ce moment-là. Je prends la suite pour voir un petit peu les activités. Je peux même aussi revenir un tout petit peu sur la structure peut-être générale de l'ouvrage. Juste pour vous préciser, parce qu'on va parler maintenant un petit peu de la façon dont on s'est occupé de la grammaire, de ce qu'on a fait au niveau grammatical dans l'ouvrage. Il y a donc 4 contextes, et après tous les 2 contextes, on retrouve ce qu'on appelle des exercices de systématisation, que ce soit des exercices de systématisation du lexique ou de la grammaire.
Parce qu'on pense qu'il est très important que les étudiants puissent refaire et revoir, en tout cas à travers des exercices, donc à l'intérieur du même ouvrage, les différents points grammaticaux. Donc, on va peut-être pouvoir continuer sur la grammaire qu'on a voulu participative et intuitive. Donc, ça va être la diapositive suivante. Voilà, alors voici un exemple dans le premier module d'une grammaire dite participative et en tout cas intuitive. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu que la grammaire soit obligatoire à apprendre, en tout cas soit totalement faite. On a voulu que l'apprenant participe à la création de sa règle de grammaire. Donc on l'a fait de façon intuitive. Ici, vous voyez, c'est l'adjectif qualificatif, notamment l'accord de l'adjectif qualificatif masculin, féminin, pluriel, singulier. Donc on peut voir qu'il y a toujours l'adjectif en contexte. Et je crois que ce mot de en contexte reflète bien toute la méthode. C'est-à-dire qu'on a essayé au maximum que toutes les situations et jusqu'à la grammaire soient contextualisées pour le tourisme. Donc, pardon. Donc ça veut dire que c'est pas parce qu'on fait du français du tourisme qu'on ne va pas aussi travailler la langue, travailler la grammaire. Non, bien au contraire, hein, bien au contraire. Bon, comme on peut le préciser, c'est vrai que c'est une méthode qui se commence à partir à peu près de 60 heures, hein, de 60 heures de français général. Mais on considère qu'à 60 heures de français général, l'apprenant ne maîtrise pas beaucoup, en tout cas pas à fond, un certain nombre de points de grammaire. Donc on les reprend et on a véritablement tout le référentiel, qu'on peut appeler le référentiel grammatical et lexical, qui est passé en revue. Je crois qu'on oublie presque rien dans un niveau, c'est vrai, situé de A1 un peu plus et de A2 un peu plus. On balaye tout ce qui est grammatical au niveau de la conjugaison. Et je pense que cet exemple justement de l'adjectif qualificatif montre à quel point, je pense, elle est assez exhaustive, notre grammaire, tout en étant assez simple, contextualisée, parce qu'on considère, et c'est vrai que beaucoup d'étudiants en tourisme apprennent le français parce qu'il faut apprendre le français, et c'est pas forcément un choix en premier. Ce qui est un véritable choix pour eux, c'est le tourisme. Donc, en fait, à aucun moment, on ne lâche le tourisme à l'intérieur du livre. J'allais dire, on les tient à l'intérieur du français grâce au tourisme aussi. Donc une grammaire en contexte. Donc une grammaire contextualisée en contexte. Donc ici on voit un bon travail, un séjour agréable, un guide cultivé, un moniteur sportif, un travail curieux, un site naturel, un CV original. Et à travers ces différents exemples contextualisés, on voit les différentes possibilités grammaticales de ces adjectifs. Ce sont des choses que l'on va retrouver de façon complète dans les exercices de systématisation à la fin du contexte. On retrouve des exercices précisément sur ce point-là. Donc déjà, l'apprenant va se le mettre en main, j'allais dire en complétant sa règle, donc qui est tout à fait intuitive. Hein. On voit qu'il peut céder des cases d'à côté pour pouvoir remplir chacune des cases. Normalement, sans même le professeur, on doit être capable de pouvoir compléter cette règle et après de la systématiser dans les exercices suivants. Donc ça, c'est la grammaire, ce qu'on dit participative. Bien, je continue. Alors, il y a beaucoup de points, beaucoup de petits éléments qu'on appellera des éléments flottants, c'est-à-dire qu'ils apparaissent au moins tous une fois à l'intérieur de chaque module. Ici, un point qui était particulièrement important pour nous. Pourquoi ? Pas seulement pour les qualités, j'allais dire uniquement linguistiques, mais pour favoriser l'essor des connaissances socioculturelles de l'apprenant. Il faut savoir que le tourisme, notamment le FOSS, le français sur objectif spécifique en tourisme, appelle beaucoup de connaissances qui sont des connaissances non linguistiques, qui sont des connaissances culturelles. Ici, le point histoire, on a choisi l'hôtel du Palais à Biarritz, mais dans chaque module, il y a l'histoire. Bon, on commence par exemple au premier module avec l'histoire du tourisme en 8 dates, le tourisme en France en 8 dates. Et il y a, on pourrait dire, ça va crescendo dans la difficulté linguistique des différents points. Mais au-delà du point, j'allais dire des caractéristiques linguistiques du point histoire qui correspondent, où sont reprises les connaissances syntaxiques, en tout cas grammaticales que l'on fait. Au-delà de ça, on va aller un peu plus loin et montrer, bon, ici, c'est l'hôtel du Palais à Biarritz. Je crois que l'hôtel du Palais a été la première chose construite à Biarritz. À part quelques petites maisons de pêcheurs, c'est vraiment l'hôtel qui a été
au centre de la ville, qui n'était pas un hôtel d'ailleurs, mais qui était un palais qui recevait l'aristocratie, l'aristocratie française. Je crois que c'est comment ça s'appelait-elle. Oui, c'est Monsieur. Donc il s'agit en fait de sensibiliser l'apprenant également à des notions géographiques, historiques, etc., qui sont indissociables du monde du tourisme. Tout à fait. Ici, l'hôtel est un véritable personnage. Comme il y a eu par ailleurs de toute façon la biographie de certains hôtels parisiens. Je pense au Lutetia, qui a une très belle biographie. Ici, on a voulu raconter un petit peu l'histoire de cet hôtel qui est si particulier à Biarritz. Je crois, par exemple, il y a aussi des exemples sur l'histoire des agences de voyage, comment elles ont, voilà, depuis les premières agences. L'histoire des agences de voyage. On a également l'histoire des différents de Paris comme ville. L'histoire de Paris comme l'histoire des congrès, les premiers congrès qui se sont pas le congrès des Nautes. Enfin, on apprend beaucoup de choses. Nous-mêmes, nous avons énormément appris en faisant des recherches pour ces différents points. Donc le point histoire est un point flottant qui permet aux professeurs de montrer un texte, en tout cas un texte où les points grammaticaux sont pris, de travailler et peut-être d'approfondir certains points historiques du module, en tout cas de donner plus de connaissances à l'apprenant sur son propre métier. Par exemple, sur le module 3, on parle c'est l'histoire de l'agence de voyage avec Thomas Cook. Bon, on a appris énormément de choses sur Thomas Cook. C'est bien qu'un agent de voyage sache qui a été le premier agent de voyage. C'est toujours intéressant. C'est l'anecdote aussi, mais c'est aussi à travers ces petites anecdotes que l'étudiant, que l'apprenant peut s'approprier son propre métier. Alors, toujours dans ces compétences socioculturelles, on a des points, le saviez-vous. Donc le saviez-vous, c'est un peu cette phrase mythique, est-ce que vous étiez au courant, etc., que l'on a repris. Ici, l'exemple sera sur les guides, les différents types de guides. Donc les guides papier, parce qu'on considère que quand un professionnel du tourisme voit arriver un touriste, ici dans l'office, enfin c'est dans le module sur l'office de tourisme, suivant le guide qu'il a à la main, ce touriste ça va déjà donner des indications sur ce touriste. On n'est pas le même touriste si on a le guide Michelin, le guide Gallimard, si on a un guide numérique. On n'est pas tout à fait le même touriste et donc peut-être qu'il ne faudra pas s'occuper de nous de la même façon. Voilà. Donc ici, le guide Michelin, ce n'est pas un ouvrage sur la restauration, donc on parle surtout du guide vert plus que du guide rouge, le guide Gallimard, le guide du Routard, etc. Tous ces petits points, le saviez-vous, peuvent ouvrir à des débats, peuvent ouvrir à des discussions avec les étudiants. On peut étendre, le professeur peut aussi apporter des choses qu'il connaît lui. Évidemment, maintenant, beaucoup d'apprenants vont utiliser TripAdvisor, etc. Donc, on en parle aussi sur les guides numériques qui sont en train petit à petit, peut-être pas de remplacer, mais en tout cas de concurrencer les guides papier. Ensuite, on voudrait vous proposer un peu ce qui va clore chacun des modules. Ah, non, c'est celle d'avant. Voilà. Alors, français en contexte est une méthode qui va associer plusieurs méthodes justement, notamment la méthode actionnelle. C'est-à-dire que on considère qu'en tourisme, qu'en français sur objectif spécifique, ce n'est pas véritablement important de connaître différents points grammaticaux pour connaître ces points grammaticaux ou ce vocabulaire pour connaître le vocabulaire, mais ce qui est important, c'est pouvoir réaliser des tâches, en tout cas pouvoir être un professionnel actif, compétent en français dans son domaine de compétences justement. Donc on propose à la fin de chaque module un projet final, une action qui reprend les différents points vus dans le module. Ici, c'est le devis transport, donc le projet final du module 4, si je ne m'abuse, voilà, du module 4, où on veut essayer de faire travailler la classe ensemble. Alors c'est une chose qui peut se faire en groupe, c'est une chose qui peut se faire aussi, certaines des actions peuvent se faire de façon plus individuelle, mais en général on essaye quand même de retrouver une dynamique de classe. Bon, ça dépend du professeur. Je pense que si vous connaissez un peu les méthodes de Maison des Langues, vous connaissez déjà la démarche actionnelle. Donc ici, il faut regrouper et en tout cas aller chercher sur Internet différentes informations pour proposer ce qu'on appellera un devis transport à un client. À la fin de cette tâche, en tout cas à la fin de chaque tâche, il y aura une possibilité d'auto-évaluation par l'étudiant
Et nous, ce que l'on voit, mais c'est des choses que l'on fera passer dans les pistes pédagogiques qui seront en ligne. Ce qu'on pense, c'est que l'évaluation de fait, c'est-à-dire si le professeur a besoin d'évaluer ses étudiants à la fin des modules, ça doit se faire d'une façon actionnelle et en tout cas en mettant l'étudiant en situation. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles, hein. Notamment maintenant ils ont tous un téléphone qui leur permet de se filmer, de s'enregistrer, etc. Donc il y a beaucoup de choses pour rendre justement ces activités vivantes. On espère en tout cas qu'à la fin de chaque module, l'étudiant sera capable de faire, d'agir et pas seulement de savoir. Le savoir est évidemment une grande partie, les connaissances linguistiques, etc. sont des connaissances acquises, mais qui toutes sont acquises dans l'objectif de pouvoir faire, et en tout cas de pouvoir agir en professionnel. Ces actions aussi ne sont pas seulement savoir faire en français, mais savoir aussi bien faire en français. Et on attache beaucoup d'importance, hein, on pourrait appeler à la déontologie, ou en tout cas à l'éthique professionnelle, au fait que l'étudiant non seulement sache faire en français, mais sache bien faire, et une attitude positive face aux clients, aux touristes. Voilà, donc ça c'est la page action, une page à laquelle on tient beaucoup, je pense, parce que c'est un peu l'objectif hein, de l'ouvrage, c'est que les étudiants sachent faire ces choses-là. Ensuite, on peut voir des choses que nous retrouvons en annexe de l'ouvrage. Bien, on va juste interrompre Arnaud un moment parce que Andreu donc doit partir pour retourner dans ses cours. Donc merci beaucoup Andreu. Et j'espère que de toute façon on aura l'occasion de se retrouver soit en atelier virtuel, soit en présentiel. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci Philippe. Au revoir Andreu, à bientôt. Voilà, donc nous continuons avec Arnaud et qui continue un petit peu donc le descriptif de l'ouvrage donc de français en contexte tourisme. Là, je vous décris en fait certaines parties de l'ouvrage, mais on pourra voir ensuite avec l'ouvrage en entier de façon PDF. S'il y a certaines choses qui vous intéressent plus, on pourra revenir sur certaines parties des modules. Ici, nous avons quelque chose qu'on trouve extrêmement utile, c'est-à-dire un lexique, et je précise un lexique professionnel du tourisme, donc véritablement un lexique, j'allais dire dirigé, pas un lexique de français général, pas un lexique de FLE, mais véritablement un lexique FAUSS en cinq langues. Alors pourquoi ça nous a semblé essentiel de mettre un glossaire, hein, je l'appelle lexique, mais c'est plus un glossaire, de mettre un glossaire en 5 langues? Bien parce que nos étudiants sont appelés à travailler en français pendant 10 minutes et puis après à passer à l'anglais, à passer à l'allemand. Ils sont constamment face à des touristes qui parlent différentes langues et on a trouvé judicieux et notamment pour favoriser ce qu'on pourrait appeler l'interdisciplinarité, c'est-à-dire que les choses qu'il va apprendre en français du tourisme, notamment au niveau des attitudes, au niveau de la façon d'être, c'est quelque chose qui pourra se répercuter, j'allais dire, quand il va parler aussi en anglais, c'est-à-dire une façon de s'adresser aux clients ou aux touristes, une façon de le quitter, de lui dire au revoir, etc. Donc, on a pensé qu'il était utile pour eux d'avoir ce glossaire en 5 langues. Donc, c'est quelque chose vraiment auquel on tient beaucoup. Ensuite, vous savez que dans beaucoup d'ouvrages, notamment dans tous les ouvrages sur le français du tourisme, il y a une carte. C'est en général un élément où le prof va montrer qu'il est natif, d'où il est originaire. Hein. Moi, je suis de là, etc. On a trouvé que ce serait bien, cette fois-ci, avec Maison des Langues, on a trouvé que ce serait bien que cette carte, justement, serve à quelque chose. Alors, on a regroupé en tête de carte, donc une carte vierge, comme vous voyez, avec les dom-toms, une carte vierge, et en haut, il y a la liste de tous les lieux que l'on voit, que l'on parcourt pendant le manuel. On sait que maintenant, ils sont très souvent équipés de téléphones, qui sont de véritables petits ordinateurs, d'atlas, même dans les bibliothèques des écoles. Et donc, ce qu'on en a trouvé intéressant, c'est que les étudiants doivent aller, en s'aidant bien sûr, hein, le tout n'est pas de deviner où est le lieu, mais en s'aidant de documents, aller remettre le mieux possible la ville où elle se situe. Et par là, bien connaître un peu mieux, en tout cas, la géographie française. Et ça fait aussi partie de l'interdisciplinarité. Tous les étudiants en école de tourisme font en général de la géographie touristique et on veut essayer de les aider un petit peu dans la géographie française avec cette carte.
Donc c'est une carte, j'allais dire, qui est également en contexte. Alors, il y a des compétences, il y a beaucoup de compétences qui sont vues dans cet ouvrage. Il y a des compétences linguistiques, des compétences langagières, des compétences vraiment syntaxiques, etc. Mais on a vraiment tenu à avoir ce qu'on appelle des compétences professionnalisantes. C'est-à-dire elles sont professionnelles, mais en plus elles aident à devenir de bons professionnels. Donc, en contexte, dans les escales, les escales, ce sont les points de systématisation à la fin, ou bien même en annexe de l'ouvrage, on retrouvera, donc, comme vous voyez, je lis la liste que vous voyez également à l'écran, la candidature à un stage, ça va être dans le premier module, le curriculum vitae, la lettre de motivation, comment faire une lettre de motivation, ça on le retrouvera dans le dernier module, des points métiers. Alors ce point métier, dans chaque contexte, c'est aussi un élément flottant. Dans chaque module, on va retrouver des conseils professionnels, comment être un bon guide touristique, comment bien écrire justement un email pour demander un stage. Ensuite, on va proposer ce qu'on appelle les promag. Je rentrerai un peu plus dans le détail tout à l'heure sur les promag parce que je vais vous montrer un exemple. Les astuces de la formatrice, donc la formatrice qui est ce personnage récurrent à travers les 6 modules qu'on pourrait un peu appeler notre fil rouge. De temps en temps, quand on pense que l'étudiant a besoin d'une aide, l'apprenant a besoin d'une aide à un moment, hop, il y a sa petite fenêtre qui ressort. Comme vous l'avez vu tout à l'heure avec Andréou, chaque module commence par, en tout cas l'élément déclencheur de chaque module est un chat de la formatrice. Ce chat, je reviendrai tout à l'heure dessus. Je vous expliquerai pourquoi on a vraiment eu envie de commencer là-dessus. Souvent, je vous le dis maintenant, souvent les étudiants sont un peu collés, on pourrait dire, à leur téléphone. Le but du jeu, ça a été de les faire sortir de leur chat personnel pour les faire entrer dans le chat de formation touristique. Et le précis professionnel qui reprend toutes les astuces de la formatrice, et enfin le glossaire professionnel dont on vient de parler. Donc, voilà, on peut passer à la suivante. Voilà, le promag. Alors, j'aimerais un petit peu m'attarder. On peut même le voir sur le site. Alors, le promag, en effet. C'est-à-dire que ici, vous retrouvez ici conseillère en voyage à la rencontre des professionnels. Vous retrouvez cette partie-là à l'intérieur du module. Évidemment, c'est une interview de professionnels. C'est-à-dire que véritablement, ce qui fait la spécificité de Français en contexte, c'est qu'on a arrêté d'imaginer qu'est-ce qu'était le français du tourisme. On a été voir ce que les professionnels faisaient réellement, leurs échanges linguistiques, formels, informels avec leurs clients, avec leurs collègues, etc. On a été un peu, j'allais dire, s'asseoir à côté d'eux et prendre note de ce dont ils avaient véritablement, de ce dont on a véritablement besoin pour travailler en français comme un professionnel. Donc on est assez fiers de ces parties-là parce qu'on a rencontré, fiers et puis assez heureux parce qu'on a rencontré beaucoup de professionnels et on a appris beaucoup de choses, notamment par exemple qu'on enseignait certaines choses qui n'avaient plus cours. Dans la vie professionnelle. Il faut savoir que les métiers comme le métier de professeur, mais le métier d'agent de voyage, le métier d'agent d'escale, etc., sont des métiers qui évoluent très vite. C'est-à-dire qu'il faut véritablement adapter la formation qu'on donne en français à l'évolution même du métier, en fait. Par exemple, pour vous donner cet exemple que vous voyez maintenant à l'écran, donc à la rencontre des professionnels conseillères en voyage, Delphine et Nathalie, qui sont donc des agents de voyage dans ma ville natale, Aurillac, en Auvergne. J'ai eu déjà une discussion avec elles, je leur ai posé pas mal de questions, et ensuite je me suis assis, j'aurais demandé la permission de m'asseoir à côté de leur bureau et de passer quelques heures en leur compagnie et en les regardant un peu comme un stagiaire, en les regardant travailler et surtout en les écoutant. Après quelques heures passées avec elles, je leur ai dit, mais vous n'utilisez jamais le mot cotation? Elles m'ont regardé, elles m'ont dit cotation. J'ai dit, ben oui, le mot cotation, on retrouve dans plusieurs ouvrages de français du tourisme, le mot cotation comme quand un client vient, veut avoir une série de prix sur un produit ou sur un forfait, on appelle ça une cotation voyage. Elles m'ont regardé, elles m'ont dit, ah mais tu parles des devis? J'ai dit, oui, mais en tourisme, on appelle ça une cotation. Elles m'ont dit, oui, cotation, on a appris ça à l'école, mais entre nous, on parle de devis. Et j'ai dit, mais pour les petits devis, d'accord, mais j'ai dit, mais pour les gros devis. Pour les gros devis, on dit gros devis. Ah. Alors je me suis dit, mais mince, moi ça fait des années que j'oblige mes étudiants à bien prendre note du mot cotation et qu'il faut surtout bien le savoir. Je me suis rendu compte que ça ne servait plus.
en tout cas que les professionnels au quotidien, même si c'est dans les livres, n'utilisaient pas ce langage-là. Et que le mot devis était un mot beaucoup plus important, en tout cas primordial. Je ne dis pas que le mot cotation ne l'est pas, mais de façon, on pourrait dire, beaucoup plus théorique. Le mot cotation, c'est quelque chose qu'on pourra peut-être apprendre en B1, B2. Alors, ce qui est important dans la partie Promag, justement, c'est que systématiquement, il y a cette rencontre avec des professionnels où il y a une partie compréhension de l'écrit, oui, mais où il y a ensuite donc un prolongement sur le site qui permet d'avoir véritablement l'interview en fait de ces personnes-là. Tout à fait. C'est-à-dire que on a intégré une partie de l'interview au module. Bon, parce qu'il y a pas mal de points qui nous intéressaient, notamment le dialogue. Hein. Déjà rien que l'aspect dialogué est réel. Ensuite, on a choisi des points qui étaient particulièrement intéressants pour faire justement une petite compréhension de texte là-dessus. Mais ce qui nous a semblé essentiel, c'est d'avoir la chance de pouvoir bénéficier de cet espace virtuel qui nous permet de façon extensive de mettre un peu tout le résultat, toutes nos trouvailles en fait, hein, qui ont servi à la création de l'ouvrage, les partager avec les profs, les professeurs qui pourront, s'ils en ont envie, soit se contenter de l'extrait l'extrait relativement long, mais de l'extrait qui est dans l'ouvrage, ou bien pour faire une activité pour aller plus loin, pour aller à la rencontre de ces professionnels de façon plus véritable, et ben d'avoir accès à ce texte de façon extensive sur l'espace virtuel. Alors, il faut signaler effectivement qu'il y a donc pour la collection Français en contexte tourisme un espace virtuel d'accès aussi bien donc avec deux accès en fait, un accès pour les élèves et un accès pour les enseignants, où vous allez retrouver du matériel complémentaire comme justement ce Promag, rencontre des professionnels dont vient parler Arnaud par rapport à ce module-là. Hein, mais pour chaque module, donc, il y aura un audio complet, complémentaire sur le site. Voilà. On reviendra sur ce site un petit peu plus tard, qui est un complément indispensable de l'ouvrage. Alors évidemment, pour faire ces Promag, ça a été un peu tous azimuts. On a voulu rencontrer des professionnels. Déjà ceux qui prenaient nos étudiants en stage, parce que nos étudiants font des stages un peu partout. Et à cette occasion, notamment parce que je cherchais justement un professionnel, j'allais dire vraiment au point, vraiment bien, pour faire un Promag sur le salon de l'événementiel. Et j'ai rencontré donc Aurélie Berger. Le courant est passé tellement bien, elle était tellement enthousiaste que j'ai dit bon, un Promag c'est bien, mais en fait on va carrément faire une vidéo avec Aurélie Berger à l'intérieur. Donc, il faut savoir que chaque module est clos par une vidéo. Une vidéo qui soit est une vidéo, ce sont toujours des vidéos de professionnels qui nous parlent de leur métier. Alors cette vidéo, ou qui nous parle du domaine dans lequel ils travaillent, comme l'office de tourisme, etc., sont des vidéos, j'allais dire, de plusieurs typologies. C'est ce qu'on a voulu. On n'a pas voulu une vidéo, j'allais dire, un peu qui est du même une vidéo type qui aurait le même rythme systématiquement. Exactement. On avait envie de choses différentes. Ce sont des contextes différents, donc des rythmes différents. Voilà. Des fois c'est une interview, des fois ce sera peut-être une promenade. Je crois il y a une promenade à visite à La Rochelle. À La Rochelle, exactement. Donc à chaque fois, on a tenu à ce que la forme de la vidéo soit distincte, soit différente les unes des autres. Alors cette vidéo, on a eu le plaisir de la tourner en fait avec Maison des Langues. On a été rendre visite à une professionnelle de l'événementiel, donc Aurélie Berger, qui est MICE. MICE, c'est Meeting Incentive Congress and Events. Alors c'est un peu de l'anglais, mais il faut savoir que le mot de MICE est aussi utilisé dans le monde francophone. Donc elle est MICE Manager à Barcelone et elle nous parle donc ce module 6 du salon de l'événementiel, de ce qu'elle fait elle comme responsable réceptif. Donc ça, c'est un mot déjà, un mot qui est un peu collé au module 6, des réceptifs, recevoir, les différentes agences qui reçoivent, comme le disait Andréou, pour les salons, c'est-à-dire il nous faut le traiteur, il nous faut l'agence de voyage, il nous faut les hôteliers, etc. Donc l'événementiel, en fait, est véritablement le salon de l'événementiel à la fin, et on reçoit, j'allais dire, ça j'en parlerai après, mais on reçoit un pays qui est la Belgique. Le salon de l'événementiel est vraiment, j'allais dire, une recension de toutes les compétences acquises. Alors, ce qui est important justement, c'est que
les professeurs sachent qu'ils ont à leur disposition, donc sur le site virtuel qui accompagne la méthode, la vidéo, donc il suffit, quand vous êtes sur le site, comme vous le voyez, il suffit de l'activer pour pouvoir donc la voir et la visionner, en sachant toujours que sur le même site, vous avez bien évidemment les transcriptions de cette vidéo, de façon à ce que vous n'ayez pas à perdre du temps non plus à copier tout ce qui est dit. On vous met bien sûr à disposition la transcription donc de ce qui est raconté, et ça c'est valable donc pour tous les modules. On est vraiment content que cette vidéo soit en ligne parce que, bon, comme professeur, on a déjà utilisé, il y a quelques années, avec Andréou, des méthodes où il y avait un DVD dans le livre et où les vidéos étaient dans le livre. Et il y avait des fois des problèmes de lecture, de compatibilité, etc. Là, on est sûr de trouver la vidéo son jour de classe en ligne sans aucun problème. Alors, j'aimerais juste préciser que cette vidéo, évidemment, est exploitée. C'est-à-dire il y a des questions sur cette vidéo et qu'il y a un petit point, c'est-à-dire pour aller plus loin, ici c'est la charte année sur l'Association nationale des agences d'événements, pour connaître un peu plus le domaine. Et à la fin de cette page vidéo, donc si vous ne le voyez pas, mais on va vous le montrer tout à l'heure si cela, en tout cas c'est tout à fait visible, à la fin de la page vidéo, vous avez un petit débat pour finir en fait le module sur un débat en classe. On pense que le débat, c'est une compétence universelle, mais c'est une compétence aussi très française, et que donc on veut vraiment que à la fin tout ce qui a été appris puisse permettre de lancer un débat en classe avec les apprenants. Donc ici on a cette vidéo, on va peut-être pouvoir la voir. On va d'abord peut-être continuer. On continue et après, on voit si on a le temps. On va expliquer ensuite comment fonctionne l'espace virtuel. Bien, je voulais juste terminer en tout cas sur les certifications, enfin presque terminer sur la préparation aux certifications. Il faut savoir que Français en contexte prépare et de façon efficace au DELF Pro A2, d'accord. Donc c'est un niveau A2. Français en contexte prépare un peu plus que le niveau A2, mais on pense que c'est de toute façon, il y a toutes les choses nécessaires pour être bien préparé au DELF A2. Mais pas seulement. C'est-à-dire, ça dépend un petit peu avec quelle certification votre école, si elle travaille avec une certification avec laquelle elle travaille. Mais il faut dire que les chambres de commerce et d'industrie, notamment la chambre de commerce et d'industrie de Paris, prépare, en tout cas propose un certain nombre de certifications, et nous avons voulu que, en tout cas, Français en contexte prépare, en tout cas, à une bonne partie de cette certification. C'est-à-dire, en fait, il faut préciser effectivement que le DFP, il me semble que c'est un B1. C'est un B1. Voilà, qui n'est pas encore exactement. Voilà, c'est pour ça que c'est préliminaire, non, comme vous dites. Voilà, c'est préliminaire. Bon, il n'est pas exclu que dans l'avenir, il y ait des certifications de la Chambre de commerce et d'industrie qui ne soient pas B1 mais A2 dans un avenir plus ou moins proche. Je pense que c'est quelque chose auquel il pense. Donc à ce moment-là, Français en contexte deviendrait la préparation parfaite pour ce diplôme. Il faut savoir que les diplômes du français professionnel sont reconnus dans le monde entier, que le diplôme est véritablement de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et non pas des chambres locales, d'accord, et que ça prépare, en tout cas que c'est quelque chose qui est reconnu. On pourrait dire que c'est une ligne très importante dans le CV de nos étudiants. Donc, en tout cas, Français en contexte prépare en tout cas, est un bon début pour la préparation du DFP, du diplôme du français professionnel, comme du DELF Pro A2. Là, ça le prépare totalement. D'accord. Voilà. Donc ici, vous voyez un exemple du diplôme d'études de langue française, donc du DELF, option professionnelle A2. Ici, il faut savoir que l'option professionnelle, c'est du français professionnel, c'est-à-dire qu'on considère que c'est répondre au téléphone, etc. Ça normalement s'applique à tous les types de professions. Ici, vous avez un exemple typique, en tout cas caractéristique, du tourisme. Donc tout l'examen ici concerne le tourisme. C'est quelque chose dont le professeur peut se servir lui-même, par exemple, pour évaluer son propre cours. Voilà. Donc, je vous remercie. J'espère, en tout cas, je suis prêt à répondre à toutes vos questions, que j'espère nombreuses. D'accord. Donc, nous allons revenir à notre écran principal. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions
peut-être des demandes de précision donc parmi les participants. Je ne sais pas si vous avez entrer dans certains détails peut-être. Alors, je vais regarder, je vais juste. Ah, Anne-Sophie. Alors, je vois qu'il y a une question par rapport aux vidéos. Est-ce qu'elles sont adaptées au niveau? Alors, je crois, mais Arnaud va y répondre mieux que moi. Je crois surtout que ce qui est important, c'est ce que l'on fait avec la vidéo plus que la vidéo en soi. Bon, la difficulté, c'est est-ce que l'on fait est adapté véritablement à ce niveau-là? En fait, il faut d'abord parler de la gradation. C'est-à-dire, les vidéos vont de la plus simple. La première, c'est qu'est-ce qu'un bon métier? Parce que bon, le premier module, c'est sur les métiers du tourisme. Il y a beaucoup d'activités à l'intérieur du premier module parce que les métiers du tourisme, c'est très vaste, qui est fait un peu pour faire découvrir à l'apprenant quel est le métier qui lui plairait le plus dans les milieux du tourisme. On les incite à faire un maximum de stages dans les différentes entreprises. Je dirais que l'exploitation de la vidéo est au niveau. La vidéo ne dépasse jamais 2 minutes, et ça, on a vraiment tenu à ce que ce soit des vidéos courtes pour ne pas que les étudiants se fatiguent à un moment, lâchent, etc. Il y a quelques vidéos que l'on a aussi un petit peu, je pense notamment à la vidéo du module 3, Jean-François Delvaux. On a coupé un tout petit peu certains points. Je pense qu'elle est pertinente. Je pense qu'elle est pertinente au niveau. En tout cas, il y a aussi la transcription. Elles ont été essayées avec nos propres étudiants. On les a faites tous. Il y en a qui sont peut-être un peu plus difficiles que d'autres, mais je dirais pas difficiles parce qu'on voulait vraiment qu'elles s'adaptent au réel. Donc, parfois, il y a une personne qui va parler d'une certaine façon, une autre qui va parler d'une autre façon. On estime que dans la vie, dans la vraie vie, les personnes qui vont s'adresser à nos étudiants n'ont pas une diction parfaite, n'ont pas un accent, j'allais dire, de Tours, c'est-à-dire peuvent avoir un accent du sud ou du nord. Donc, pour les avoir essayés, je me permets de vous rassurer et de dire que normalement, pour un niveau A1, ça marche. D'accord. Alors, on a une question là du Pérou également qui nous arrive de l'Alliance française de Chiclayo. On nous demande donc si 60 heures basiques sont nécessaires avant de commencer à travailler avec cette méthode. Oui. Alors, je dis oui, puis c'est un oui franc et massif. Pourquoi? J'ai des collègues qui m'ont dit non, on va l'utiliser dès la première année, dès les débutants. Je trouve ça un peu dommage. Je trouverais un peu dommage qu'il y a certaines activités qu'on pourrait peut-être pas faire jusqu'au bout. Par contre, c'est une méthode qui peut se prendre, j'allais dire, pour des faux anciens débutants. C'est-à-dire qu'on reprend véritablement toutes les compétences de A1. Au niveau, par exemple, de la grammaire, vous avez le présent, vous avez les présents des verbes en ER avec le détail. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'activités qui permettent de revoir aussi comment épeler un nom. Il y a des activités qui nous permettent de revoir les chiffres. C'est-à-dire qu'on pourrait commencer, dans l'absolu, je sais que beaucoup de gens commencent les méthodes du français du tourisme directement à la première leçon en se disant, et c'est très vrai, qu'on peut commencer avec d'autres documents. Moi, je dirais personnellement que pour profiter pleinement de toutes les activités, c'est-à-dire ne pas être obligé d'en sauter certaines qui pourraient être intéressantes mais qui ne s'adapteraient pas à un public de débutants, il faut essayer d'avoir un public soit ce sont des faux débutants, même si le français n'a pas été étudié depuis 2, 3 ou 4 ans. Là, beaucoup de professionnels qui n'ont pas reçu de formation préalable de 60 heures ont un niveau de français qui est tout à fait honorable. Beaucoup de gens qui n'ont pas suivi des cours de français, à force d'être avec des Français dans les offices de tourisme, etc., ont un niveau qui correspond à un niveau de 60 heures. Peut-être ce sur quoi il ne faut pas rester, c'est se dire il faut 60 heures de cours. Non, il faut un niveau qui correspond à peu près 60 heures de cours d'un vrai débutant. Voilà. Et je pense qu'après, ça rend. D'accord. Alors, il y avait une autre question par rapport, là, je pense qu'il s'agissait plutôt de l'aspect coin histoire. Il s'agissait de questions générales. Est-ce que l'on aborde, par exemple, l'histoire des congés payés en France ou la place du tourisme en France dans ces points-là? Alors, c'est évoqué. C'est-à-dire que je crois que les congés payés, on le connaît presque par cœur, presque par cœur. Mais dans les congés payés, vous avez dans le premier, on pourra peut-être vous le montrer si on les avait.
pourrais le montrer. Donc dans le point histoire du premier module par exemple, la date des premiers congés payés est donnée. En 1936, les Français ont des congés payés. Voilà. Donc les dates essentielles du tourisme sont données. Par contre, on n'a pas approfondi les circonstances des congés payés, etc. Ici, c'est donné pour donner au professeur en fait l'occasion de rebondir sur ces points-là. Voilà, il peut rebondir sur ce point pour traiter la question. Mais évidemment, ces points-là sont traités. D'accord. Une question aussi par rapport à la systématisation. Est-ce qu'il y a un cahier d'exercice? Alors la réponse c'est non, parce que en fait les activités, les exercices et les activités se trouvent dans l'ouvrage. J'allais dire, il est inclus le cahier d'exercice. Il est inclus au bon endroit. Au lieu d'avoir en fait deux ouvrages, je sais que les étudiants sont pas toujours très contents non plus d'avoir deux ouvrages à acheter, deux ouvrages à porter, deux ouvrages, ça veut dire qu'on en oublie souvent un. Donc on a opté pour avoir au bon moment les bons exercices. C'est-à-dire que tous les deux contextes, on a deux contextes, sont deux mises en situation touristique, et tous les deux contextes, si tu le mets. Je vais vous le montrer en écran partagé, si vous voulez bien un petit moment. Voilà. Ici, on a ce qu'on appelle l'arrêt lexique, donc qui est une page de systématisation du vocabulaire du lexique fait dans les deux premiers contextes. D'accord. Chaque module a 4 contextes. Donc, en fait, cette page de systématisation du lexique, on en retrouve 2 par module. Voilà. Vous pouvez voir donc en partage d'écran justement aussi bien l'escale grammaire que l'arrêt lexique, puisque ça fonctionne. Comme ça, vous pouvez voir ces 2 pages avec les activités. Si je peux me permettre, il y a aussi une page de grammaire, de systématisation de grammaire, juste après celle-ci. Voilà. Et la voici. Voilà. Donc, en fait, ici, vous retrouvez tous les 2 contextes, une façon de systématiser. On les a laissés en plus dans l'ordre d'apparition dans le module pour que vous puissiez vraiment faire une partie du contexte, aller faire les exercices avec les étudiants, illustrer, systématiser, revenir à l'intérieur après du contexte. Donc, ce sont des choses qui ont une grande proximité et qui permettent de sauter de l'un à l'autre de façon très pratique, en fait. Donc, il est inclus au livre d'exercice. Voilà, donc une précision effectivement importante. Une autre question. Alors, je vois donc au niveau du DELF A2, vaut-il mieux leur faire passer le DELF classique ou le DELF Pro? Puisque donc précise Christine Debreu, il me semble qu'au niveau du vocabulaire, demande-t-elle, le DELF standard serait plus approprié. Ça dépend sur quelle partie du DELF standard on va tomber. Je suis pas loin d'être d'accord avec vous. Seulement une chose, il faut savoir qu'une fois que nos étudiants, il y a une chose très importante pour eux, ils sont vraiment dans le milieu professionnel, j'allais dire c'est le CV. Et une entreprise va véritablement faire la différence entre le fait d'avoir un DELF Pro et d'avoir un DELF classique. Le DELF classique, loin de moi l'idée de le dénigrer, mais au niveau professionnel, tout ce qui peut prouver que le contexte professionnel a été étudié est bienvenu. Nos étudiants, souvent à 18, 19, 20 ans, n'ont pas grand-chose à mettre dans leur CV. Ils commencent leur vie professionnelle et on leur reproche souvent de manquer d'expérience. On leur dit, pour faire ce stage-là, on voudrait quelqu'un qui a un peu plus d'expérience. S'ils n'ont pas d'expérience professionnelle au début, ils ont au moins la connaissance d'un lexique professionnel et en tout cas un diplôme qui reconnaît une compétence linguistique mais professionnelle. Donc moi, je vous conseillerais quand même d'aller vers le DELF Pro ou le DFP pour les niveaux supérieurs. D'accord, très bien. Donc merci Arnaud. Alors une remarque encore donc de Christine Debreu. Merci pour le conseil. J'y regarderai également. D'accord, qui serait donc plus axé sur le secrétariat. Oui, voilà, tout à fait. Le DELF, c'est vrai que ce sont des compétences. Vous savez, c'est la différence entre le FOSS et ce qu'on appelle le français professionnel. Le français professionnel estime que si on sait répondre à un coup de fil au téléphone d'un client, on sait répondre dans toutes les situations à un coup de fil au téléphone au client. Si on sait accueillir un client dans son entreprise, dans toutes les situations, on sait accueillir ce client. Nous n'avons pas voulu suivre ce chemin parce que nous pensons que accueillir à l'office de tourisme, accueillir à l'agence de voyage, accueillir dans un salon, ce n'est pas accueillir de la même façon. Ça, c'est véritablement un pris parti de l'ouvrage.
on a essayé d'être le plus extensif possible parce que accueillir un client, accueillir un voyageur, accueillir un touriste, un visiteur, un passager, ce n'est pas accueillir tout à fait la même personne. En tout cas, on n'accueille pas de la même façon. Pour cela, c'est vrai que vous avez raison, le DELF Pro est assez général parce que lui, il considère que ça doit s'adapter à tous les métiers. Nous, on fait en fait un balayage extensif de toutes les professions touristiques. D'accord. Alors, peut-être une dernière question, celle-ci donc du Mexique, par rapport au nombre d'heures. Alors, on a dit par rapport au niveau du cadre qu'il s'agissait d'un A1+ vers A2+. Est-ce qu'on a une idée approximativement du nombre d'heures ou c'est aléatoire finalement par rapport au public également? Ouais, c'est aléatoire par rapport au public, c'est aléatoire par rapport à l'utilisation que l'on fait ou pas des documents qui sont donnés en annexe dans l'espace virtuel. C'est-à-dire qu'un professeur qui se contentera, parce que j'aime pas le mot de contenter, parce que il est très complet. Hein. Enfin, on a vraiment, on a même voulu dépasser les coins des pages des fois. Hein. Je pense qu'il est très complet. Mais un professeur qui va l'utiliser de façon extensive peut, je le compare par rapport à mon usage propre, être 1 an et demi à 2 heures par semaine, on va dire entre 80 et autour de 80 heures en se contentant de l'ouvrage. Si par contre on utilise tout le matériel qui est mis et qui va continuer à être mis en ligne, c'est-à-dire dans l'espace virtuel, on peut arriver à 120 heures. Donc moi je dirais entre 80 et 120 heures suivant l'usage que l'on en fait. Il n'est pas exclu non plus, bon, ça je pense que c'est peut-être une offre que fera Maison des Langues plus tard, mais si on a ce qu'on appelle nous en Espagne un cycle formatif ou un cours bien spécifique uniquement pour les agences de voyage, uniquement pour l'office de tourisme, de prendre, j'allais dire, ce livre par module, c'est-à-dire de le moduler. De le moduler. Il y a une progression au niveau de la difficulté grammaticale, qui est l'évolution A1+, A2+. Par contre, au niveau vocabulaire, au niveau situation, il est morcelable. On a voulu commencer, c'est vrai, par l'office de tourisme, parce que en général, nos étudiants, quand ils commencent à faire un stage, c'est à l'office de tourisme de la ville, donc on voulait que très vite ils aient ces compétences. Oui, exactement, 80, 120, c'est parfait. Je vois que quelqu'un suggère 80 à 120 heures. C'est exactement ce que l'on conseille. Après, ça dépend, on ne peut pas donner une heure exacte, ça dépend de... Mais donc, on a commencé par l'office de tourisme, mais vous pouvez très bien commencer par un autre module. Si il y a urgence, par exemple, vous avez une moitié de classe de réceptionnistes, vous pouvez commencer par l'hébergement sans aucun problème. D'accord, très bien. Merci beaucoup Arnaud. Merci à tous. Voilà. Alors, nous allons mettre fin à ce premier chat de rencontre virtuelle. Alors, avant de terminer, je voulais vous rappeler que en plus du manuel, il y a cet espace virtuel qui est à votre disposition et que vous pouvez retrouver en ligne gratuitement. Alors, je vois qu'il y a encore deux dernières questions qui viennent d'arriver. Niveau A2+, par rapport à niveau B1. Voilà, je vous explique juste pourquoi. C'est vrai que c'est un peu mystérieux ce A1+, A2+. C'est-à-dire qu'il y a certaines situations qui, par rapport au référentiel, se basent par rapport au référentiel de l'Alliance française, certains points qui, par rapport au référentiel, on peut dire, ah tiens, déjà cette chose-là, parce qu'elle était nécessaire au niveau touristique. C'est-à-dire qu'en FLE, c'est quelque chose que l'on ferait plus tard. Tandis que pour le français du tourisme, c'est quelque chose qui va nous servir maintenant et qu'il faut voir maintenant. Par contre, c'est vrai qu'on n'est pas encore à un niveau B1, parce qu'au niveau grammatical, justement, il manque pas mal de choses. Enfin, pas mal. Il manque quelques petites choses du niveau, on va dire, du niveau B1. Donc, c'est un A2 au niveau de la grammaire, et un A+, A2+, parce qu'on peut dire ça, au niveau du lexique et des situations. C'est-à-dire, on va un tout petit peu au-delà pour retrouver ces situations touristiques. J'espère vous avoir éclairé. Voilà. Bien. Alors, comme je vous le disais avant ces précisions que vient d'apporter Arnaud, vous pouvez retrouver sur l'espace virtuel que je vais vous remontrer tous ces
toutes ces informations. Un espace virtuel auquel vous pouvez accéder, bien entendu, gratuitement. Il vous suffit de vous connecter sur l'espace, d'avoir votre numéro d'enregistrement et à partir de ce numéro-là, eh bien, vous aurez accès à l'ensemble des documents complémentaires et qui vont en plus être complétés, puisque vont être ajoutés aussi les corrigés et des pistes d'exploitation pédagogique, puisque le livre ne comprend pas un guide pédagogique en soi, mais nous allons mettre en ligne donc des pistes, des conseils pour que vous puissiez mieux exploiter l'ouvrage. Bien, alors évidemment, je tiens à remercier tout le public qui parfois a dû partir et qui est revenu ensuite en ligne. Je m'excuse des problèmes de son qu'il y a eu. J'espère qu'ensuite ils ont pu être résolus. C'est vrai qu'il s'agissait, comme vous le savez, d'une première rencontre et il y a encore certainement donc des choses à améliorer, notamment dans l'interaction. Donc merci quand même à toutes et à tous. Merci évidemment aux auteurs, donc Andreu qui est parti et Arnaud Leg à mes côtés. Merci à vous. Voilà.